Alors, après tout cela, avec également l'exercice du pouvoir pendant près d'une décennie avec Maître Abdoulaye Wade et les péripéties de la politique sénégalaise, j'ai cru bon de prendre un peu de recul pour observer donc une période de réflexion. Je disais souvent d'ailleurs à mes amis que je suis en hibernation. Mais en réalité, c'était une période de réflexion pour prendre un nouveau tournant. C'est ce que je viens de faire. Êtes-vous en mesure aujourd'hui de nous livrer les fruits de cette réflexion, de cette année sabbatique, comme vous dites? Oui, je crois que les fruits sont visibles à l'œil nu, parce que, encore une fois, vous avez évoqué tout à l'heure un nouveau titre que j'ai, le leadership d'un mouvement politique national qui s'appelle LCK, Libéral Ca Kanam, après ma démission de l'Assemblée nationale. Et cet instrument, j'allais dire, est un moyen pour justement faire la politique autrement. Parce que j'ai estimé qu'après mûre réflexion, il fallait changer de méthode, changer d'orientation. Et c'est ce que je suis en train de faire avec ce nouvel instrument. Votre démission de l'Assemblée nationale signifie-t-elle aussi, par la même occasion, votre démission du Parti démocratique sénégalais? Non, je l'ai dit clairement, bon, le jour même de ma démission de l'Assemblée nationale, que j'ai resté un militant PDS, j'ai resté un militant libéral. Sauf si on m'en exclut de fait. Mais personne ne peut m'enlever mon identité de libéral et mon identité de PDS, de fils du PDS, j'allais dire de fils aîné du PDS. Mais en créant votre même si beaucoup d'autres personnes essaient de me contester, ou en tout cas de ravir ce titre, mais encore une fois, je crois que l'histoire est là pour nous départager. J'ai décidé de démissionner de l'Assemblée nationale pour d'autres raisons. Ce n'est pas par rapport aux problèmes ou aux contraintes que j'ai eues au niveau du PDS, mais c'est par cohérence, par rapport à ma propre démarche. Comme je l'ai rappelé en ce moment-là, pendant la campagne référendaire, j'ai appelé à voter pour le oui, et même bâti campagne pour le oui. Donc, bon, le référendum s'est déroulé, le oui a gagné, je devais en tirer les conséquences. Parce que le camp auquel j'appartiens et à qui je devais... Vous appartenez? Non, non, je dis j'appartiens. Il faut conjuguer ça au passé maintenant. Non, je ne conjugue pas ça au passé. Parce qu'encore une fois, c'est seulement une disposition d'esprit. Moi, je suis PDS dans l'âme, je suis militant libéral dans l'âme, et donc, ça, encore une fois, j'allais dire, c'est un ADN que personne ne peut m'enlever. Même si j'évolue dans d'autres cadres, même si j'ai une autre orientation, une nouvelle orientation. J'ai dit donc que pour être cohérent avec moi-même, par rapport au vote que j'ai fait, qui était le vote du oui, alors que le PDS avait appelé à voter non, en tant que député à l'Assemblée nationale, j'ai estimé ne plus devoir occuper cette fonction-là, et donc vraiment libérer cette fonction pour montrer que, bon, je ne m'accroche pas du tout à un poste. Qui plus est, j'avais au même moment décidé de m'allier avec le président Macky Sall. Je l'ai dit clairement, et à partir de ce moment-là, bon, le choix devait se faire de façon également aussi claire pour que je puisse poursuivre mon chemin et justement dérouler la nouvelle vision dont je vous ai parlé tout à l'heure, c'est-à-dire la création de mon mouvement libéral Ca Kanam, qui est un nouvel espace d'expression politique pour rassembler le maximum de libéraux, mais aussi le maximum de patriotes, le maximum de Sénégalaises et de Sénégalais qui veulent apporter quelque chose au pays, au-delà des frontières partisanes. Et c'est là où je devais en venir d'ailleurs, je voulais en venir. La nouvelle tournure de mon action politique, c'est de ne plus me situer dans une posture sectaire ou partisane, mais
plutôt d'être rassembleur. Vous les ratissez large. Voilà, rassembler, fédérer toutes les énergies et toutes les intelligences qui peuvent apporter quelque chose au pays. Et c'est pourquoi je commence bien entendu par les libéraux qui sont ma famille naturelle, tous les libéraux déboussolés, tous les libéraux qui sont à la recherche d'un véritable leadership politique, tous les libéraux ou tous ceux qui ont cette sensibilité et cette fibre libérale peuvent se retrouver au niveau de LCK. Oui. Mais au-delà des libéraux, j'en appelle aux patriotes qui pensent qu'ils doivent et qu'ils peuvent participer à la construction nationale, qu'ils peuvent apporter quelque chose au pays. Ils ont leur place également au niveau de LCK, qu'ils soient d'ailleurs des individualités, c'est-à-dire des personnalités individuelles, qu'ils soient dans des structures, que ce soit des structures syndicales ou associatives ou de genre, des femmes, des jeunes ou des structures professionnelles, qu'ils soient regroupés dans des associations d'agriculteurs ou de pêcheurs ou autres, en tout cas toutes sortes de structures socio-professionnelles, ils sont les bienvenus parce que, encore une fois, nous voulons un brassage pour qu'il y ait une synergie pour nous permettre d'être plus forts et de mieux construire donc notre pays. C'est pourquoi j'ai dit j'ai rompu avec le sectarisme ou avec l'esprit partisan ou l'esprit de chapelle pour me situer dans une posture de fédérateur, de rassembleur. Oui, nous reparlerons tout à l'heure du LCK, mais retour sur votre démission de l'Assemblée nationale. Est-ce que la polémique qui s'en est suivie autour de votre remplaçant, est-ce que cette polémique-là vous a laissé insensible? Écoutez, bon, ça c'est simplement une question de procédure. C'est qu'au Sénégal, les gens aiment bien polémiquer, aiment bien discuter du tout, au lieu d'appliquer les règles, tout simplement. Parce que l'Assemblée nationale a un règlement intérieur. Si ce règlement intérieur ne peut pas être appliqué, il y a des procédures qui peuvent être utilisées également pour trouver une sortie de crise. Je crois savoir que c'est ce que vient de faire le président de l'Assemblée nationale en saisissant le président de la République pour qu'il demande au Conseil constitutionnel une interprétation de la situation et qu'il puisse proposer une solution. Nous sommes dans un état de droit. À votre avis, c'est qui votre successeur légitime? Le suppléant immédiat, c'était Mamour Cissé, il a décliné. Ensuite venait Aliou Sow. Aliou Sow, dit-on, aurait démissionné du Parti démocratique sénégalais. Donc Mamadou Lamine Keïta devrait prendre sa place. Vous, à votre avis, c'est qui votre successeur immédiat? Écoutez, vraiment, je ne vais pas encore une fois m'embarquer dans ces choix multiples. Non. Moi, ce n'est pas une question de personne. C'est une question de principe, c'est une question d'application des règles. Et donc, je préfère laisser l'institution habilitée appliquer les règles et dire le droit. Et à partir de ce moment-là, le droit sera appliqué. Et bon, la personne qui sera désignée ou les personnes qui seront désignées le seront et iront à l'Assemblée nationale. Mais je ne peux pas du tout donner des choix ou des préférences. Les personnes que vous avez citées sont tous des amis et des frères, des compagnons avec qui j'ai cheminé longtemps, qui sont des personnes de qualité dans l'ensemble et vraiment, encore une fois, chacune d'entre elles peut parfaitement occuper ce poste. Légalement. Mais tout à fait, de façon tout à fait légale. Et donc, lorsque la question sera tranchée par l'institution habilitée, je pense qu'on tournera la page et puis on ira vers le travail de l'Assemblée qui est beaucoup plus important que cette polémique. L'autre question qui n'est pas encore tranchée, c'est celle qui tourne autour du président du groupe parlementaire des libéraux et démocrates entre Mamadou Diagne, Fada et Aïda Mbodj. Comment avez-vous vécu cette situation? Mais c'est dans la même veine. Hein. Je pense qu'encore une fois, là aussi, c'est dans la même veine et que je suis persuadé que ce sera réglé également par la saisine du Conseil constitutionnel. Vous, personnellement, quel bilan avez-vous ou bien tirez-vous de votre passage de l'Assemblée nationale? Lequel? Parce que moi, j'ai fait... le bilan de l'institution de manière générale, pas votre bilan personnel. Écoutez, je pense que pour ce qui est de l'Assemblée nationale, j'ai fait un certain nombre de législatures, alors que j'étais encore
tout jeune. J'ai eu la chance d'occuper le poste de président de groupe parlementaire dès ma première législature, ce qui m'a permis donc de me faire j'allais dire, les griffes et de me battre. Donc l'Assemblée nationale est avant tout une école. Dans tous les sens possibles du terme, hein? Oui, non, non, pas du tout. Je ne me suis pas battu physiquement, je me suis battu intellectuellement, politiquement, pour, disons, l'avancée des questions de l'heure. À l'époque, comme je vous l'avais dit, nous n'avions pas un espace démocratique ouvert. Il fallait conquérir tous les droits, même au sein de l'hémicycle. Parce qu'on n'était plus habitué, ou on n'était pas habitué du tout, à une opposition parlementaire qui défendait ses droits, mais également qui défendait les droits des populations de partout du Sénégal. Et donc, c'était très intéressant d'être à l'Assemblée nationale et de se battre. Et d'ailleurs, si je suis un tant soit peu connu au Sénégal, cela est dû surtout à mon passage à l'Assemblée nationale pendant ces différentes législatures, où il y a eu vraiment des échanges, il y a eu des duels mémorables, les gens s'en souviennent encore, avec Abdourahim Agne et avec également d'autres cadres du Parti socialiste, ou avec même des ministres donc, du gouvernement d'alors. Et donc ça a été pour moi une très grande école de formation, et je suis très content d'avoir donc séjourné à l'Assemblée nationale. Oui, s'il devrait y avoir un travail de comparaison entre les différentes législatures que vous avez vécues et la présente, qu'est-ce que vous allez dire? Bon, je ne peux pas me permettre encore une fois de juger des collègues ou le fonctionnement de l'Assemblée nationale. Tout dépend. Mais elle a disait que la présente législature est celle qui est la plus nulle de toute l'histoire politique du Sénégal. Je n'ai pas le même langage que mon éminent confrère Maître El Hadji Diouf, qui est un bouillant avocat et un bouillant parlementaire. Mais je pense que chaque législature dépend du contexte, dépend de son environnement. Et donc je vous ai dit tout à l'heure que les législatures précédentes, dans les années 80, ne pouvaient pas être les mêmes que celles d'aujourd'hui, parce qu'encore une fois, il fallait avant tout conquérir notre espace de liberté, conquérir notre espace de droit, mais aussi exprimer ce que le peuple profond ressentait, parce que il n'était pas représenté par une opposition, puisque à l'époque les députés du parti au pouvoir se contentaient simplement de défendre la politique du gouvernement en place. Il fallait donc entendre un autre son de cloche et l'exprimer au sein de l'hémicycle. Figurez-vous qu'à l'époque, il a fallu se battre même pour porter le boubou à l'Assemblée nationale. Parce qu'il était interdit de porter les tenues traditionnelles au sein de l'hémicycle. On était obligé d'être en costume ou d'être en tout cas habillé à l'européenne pour pouvoir entrer à l'Assemblée nationale. Il a fallu se battre, s'imposer pour introduire le boubou à l'Assemblée nationale. C'est vous dire simplement toutes les conquêtes qui ont eu à être menées au niveau de cet hémicycle. Et vous en voulez à cette présente législature pour avoir été celle qui aura levé votre immunité parlementaire? Oui, non. Vous, Oumar Sarr et Abdoulaye Baldé, dans le cadre de la traque des biens mal acquis. Vous savez, vraiment, encore une fois, cela est derrière moi. Je vous ai dit que j'ai fait une année sabbatique où j'ai pris du recul par rapport à toutes ces questions-là. Et aujourd'hui, je regarde droit devant moi. Je jette de temps en temps. Je jette de temps. Oui, mais c'est dépassé. Encore une fois. Pour moi, encore une fois, je regarde devant moi et j'avance tout droit vers de nouveaux objectifs pour que nous puissions, disons, conquérir de nouveaux espaces au niveau de ce pays. C'est normal dans un pays où on se bat pour la démocratie, pour que le Sénégal soit définitivement une démocratie majeure, qu'il y ait, c'est comme le mouvement des vagues.
Il y a des marées hautes, il y a des marées basses, il y a des reculs, il y a des avancées. Et donc voilà, l'essentiel est que les avancées soient plus importantes que les reculs. La levée de votre immunité parlementaire est à inscrire dans quel registre? Le registre des avancées ou bien du recul? Non, c'est le résultat des bégaiements de la démocratie, simplement. Mais l'essentiel, encore une fois, c'est qu'on puisse dépasser ça. Moi, aujourd'hui, j'ai dépassé cette question-là et j'avance, je regarde tout droit devant moi. Si J'ai dit ce que j'avais à dire à l'époque sur cette question-là. Je vous demande de vous reporter à mes déclarations d'alors. Mais aujourd'hui, encore une fois, je considère que c'est une question dépassée. Oui. Il y a d'autres questions de l'heure qui sont, pour moi, beaucoup plus importantes. Oui, une question de l'heure, parce que pour certains, si vous n'avez pas été poursuivi dans ce cadre de la traque des biens mal acquis, c'est parce que vous vous êtes rapproché du président Macky Sall. Qu'en est-il? Non, ce n'est pas du tout exact, parce que, encore une fois, il n'y a aucune autre personne du régime sortant qui a été l'objet d'investigation comme je l'ai été. Puisque j'ai été non seulement l'objet d'enquêtes minutieuses, tant de la gendarmerie que de la police, non seulement personnellement, mais tous mes proches, mon épouse, mais aussi mes proches, mes frères et sœurs, et tous mes amis. Et au terme de cette enquête-là, il a été établi qu'on ne pouvait absolument rien me reprocher. C'est pourquoi j'ai dit l'autre jour que je ne connaissais pas la porte de la CREI, je n'ai jamais été à la CREI, parce que, bon, au terme de l'enquête qui a été menée, il a été établi qu'il n'y avait absolument rien à me reprocher et que le dossier devait être classé. Cela n'est pas étonnant. Votre affaire est classée sans suite. S'il vous plaît. Votre dossier est classé sans suite. S'il vous plaît. Oui. Cela, il ne pouvait pas en être autrement d'ailleurs, puisque moi-même, depuis le départ, j'ai dit de façon très claire que je faisais ma déclaration de patrimoine, publiquement. Je l'ai fait devant le tribunal de Dakar, dès le début de ces enquêtes, de façon très claire. J'ai cité ce que j'avais comme bien, qui n'était pas du tout important, ici au Sénégal. Je n'ai pas de biens ailleurs, je n'ai pas de compte bancaire dans les Panama Papers ou ailleurs. Je n'ai qu'un compte bancaire en France. C'est un compte qui existe depuis que je suis étudiant. Oui. Et quand j'étais étudiant, quand j'étais étudiant, il y a plus de 30 ans, j'avais ce compte-là déjà et il n'a jamais bougé. Donc, il est visible à l'œil nu, il est même visible comme le nez au milieu du visage. Il y a combien dans ce compte? Non, mais est-ce que je vous demande, vous, il y a combien dans votre compte? Moi, je ne suis pas poursuivi. Non, mais oui, mais moi aussi, je ne suis pas poursuivi. J'ai été l'objet d'une enquête, tout simplement. Et l'enquête a conclu qu'il n'y avait absolument rien à me reprocher. On vous a donné un blanc-seing, on vous a notifié que le dossier est classé sans suite. C'est des données personnelles. S'il y avait quelque chose à me reprocher, oui, on aurait pu en parler. Mais encore une fois, c'est des données personnelles qui sont des données privées. Ça, vous pouvez le vérifier. J'aimerais bien que vous retrouviez cette fameuse liste, puisque vous êtes un journaliste... La fameuse liste de Alioune Ndao. S'il vous plaît. Vous êtes un journaliste d'investigation, un professionnel compétent. Je souhaite que vous en fassiez votre affaire et que vous retrouviez cette liste des 25 et vous verrez que je n'y figure pas. Alors donc, encore une fois, je pense que c'est tout à fait normal aujourd'hui que je poursuive tranquillement et je n'ai jamais d'ailleurs été angoissé et tout, au contraire, j'étais serein. Le choix que vous évoquiez tout à l'heure de me rapprocher du président Macky Sall est un choix, encore une fois, délibéré à la suite de son appel. Oui. Lui-même, donc, a lancé un appel plusieurs fois aux libéraux. Je l'ai rappelé l'autre jour. Il a lancé un appel à beaucoup de libéraux. Il y a beaucoup de libéraux de l'ancien régime qui travaillent avec lui. Mais personnellement, il m'a adressé un appel public que tout le monde a pu entendre pour me dire donc de venir travailler avec lui dans l'intérêt du Sénégal. Alors, je ne pouvais pas rester sourd à cet appel parce que, encore une fois, je suis arrivé à son heure. Pour non, vous? C'est pas une question de son heure. Vous savez que moi, je ne vis pas ou je peux ne pas vivre de la politique parce que j'ai une profession. J'ai une formation universitaire de 3e cycle
Je suis sorti de la Sorbonne, tout le monde le sait. Après avoir fait mes études universitaires ici à Dakar, j'ai une profession. Vous n'êtes pas un politicien professionnel? S'il vous plaît, je suis avocat. Et ensuite, je suis même avocat international. J'ai travaillé pour des firmes internationales ici dans ce pays. Et je travaille même pour des États aujourd'hui, au moment où nous parlons. Des États. Donc je peux travailler partout dans le monde et gagner décemment ma vie. Donc ce n'est pas une question de vouloir travailler pour l'État ou être dans un État. Au contraire. Mais c'est une question de sentiment patriotique. Je pense que quel que soit ce que je peux faire ailleurs, pour d'autres pays, ou bien pour d'autres firmes, etc., si mon pays a besoin de moi, j'ai le devoir de répondre à cet appel de la patrie, à cet appel du pays. C'est ce qui explique donc le sens de ma réponse au président Macky Sall. Oui, beaucoup avaient crié au scandale quand on a vu le président vous mettre dans son avion pour aller à la prestation de serment du président Alpha Condé, alors qu'il y avait une mesure d'interdiction de sortie du territoire qui vous frappait. Comment avez-vous vécu cette situation? Oui, écoutez, moi je pense que, encore une fois, vraiment, nous sommes en train de perdre du temps et disons, le fil de l'émission, que de nous acharner sur ces questions qui ont été réglées depuis longtemps, c'est le juge qui vous a interdit de sortir sur lesquelles j'ai répondu. Non, mais ce n'est pas le juge, c'était le parquet, encore une fois, parce que moi je n'ai jamais été devant un juge. Vous ne pouvez pas me citer un juge devant lequel j'ai été. Alors, c'était le parquet. Donc, c'est encore une fois, le parquet dépend de l'exécutif. Le chef du parquet, c'est qui? C'est le ministre de la Justice, garde des Sceaux. Le chef du ministre de la Justice, c'est qui? C'est le président. C'est le président de la République. Donc, qui peut le plus, peut le moins. C'est-à-dire, si le procureur de la République peut m'autoriser à sortir du territoire national, ce qu'il a fait plusieurs fois, sans même que je lui écrive, il suffisait seulement que je lui téléphone. Parce qu'il savait qu'il n'y avait rien dans mon dossier. Et donc, pardon, s'il vous plaît, laissez-moi quand même répondre. Vous posez une question et vous donnez les réponses. Il faut me laisser répondre. Allez-y. Alors, donc, je dis donc, il m'a permis à plusieurs reprises d'aller à l'extérieur du pays sur un simple coup de téléphone. Le procureur de la République. Alors, s'il peut le faire, lui, son chef, ou le chef de son chef, peut quand même pouvoir le faire. Le président de la République, le fait de me demander de venir avec lui dans son avion, mais cela montre qu'il confortait les décisions ou les positions qui ont été prises déjà par le procureur de la République. J'ajoute qu'il a eu également à le faire parce que simplement il voulait, par cet acte, montrer que le Sénégal est quand même une grande démocratie. Où c'est pas parce qu'on est dans l'opposition, ou c'est pas parce qu'on ne partage pas le point de vue du chef de l'État ou du camp présidentiel qu'on doit être complètement banni et mis de côté. Il connaissait les relations anciennes que j'avais avec le président Alpha Condé. Il devait aller à son investiture et il était de bon ton qu'il n'y aille pas tout seul ou avec des gens de son camp. Il a estimé que ce serait mieux qu'il soit accompagné par des amis d'Alpha Condé. C'est ainsi qu'il y avait le président Ahmad Dansokho, le ministre d'État Ahmad Dansokho, le ministre d'État Ousmane Tanor Dieng, Mamadou Ndoye de la LD, et donc des amis très anciens du président Alpha Condé. Et c'était une belle image que le Sénégal a présentée là-bas à Conakry. Je pense qu'il ne faut pas rater ce genre d'occasion. Il faut donc positiver ce genre d'acte plutôt que de ne chercher qu'à avoir vraiment la petite bête. Il est difficile de positiver parce qu'au moment où vous étiez dans un avion, Oumar Sarr, Abdoulaye Baldé était interdit carrément de sortir du territoire. Oui, non, mais vous savez, chaque cas est traité de façon individuelle. Je vous ai expliqué. Oui, vous avez bénéficié d'un traitement de faveur. Non, 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 encore une fois. Encore une fois, c'est simplement parce que en ce moment précis déjà, le président était informé, il est mieux informé que nous tous. Donc il sait parfaitement ce qu'il doit faire et ce qu'il ne doit pas faire. Et c'est pourquoi il a posé cet acte-là. Voilà. Libéral Tchakanam, nous revenons à votre mouvement politique national. Alors, pourquoi, pendant qu'on y est, vous n'avez pas préféré remettre au goût du jour tout simplement le Parti libéral sénégalais que vous avez eu à créer?
Parce que, comme je vous l'ai dit, j'ai décidé encore une fois d'avoir une autre démarche, de faire la politique autrement. D'abord, de tourner le dos à la politique politicienne, ensuite de rompre avec le sectarisme ou l'esprit de chapelle, et enfin d'avoir une autre vision de la politique qui ne consiste plus seulement à chercher à rassembler ou à mobiliser les gens pour en faire un décor électoral, pour les mobiliser pour des suffrages le jour des élections, mais plutôt m'occuper du vécu quotidien des Sénégalais et des Sénégalaises. C'est-à-dire de leur sort dans l'immédiat. Parce que souvent la politique consiste à promettre le paradis, à demander aux gens d'attendre qu'on soit au pouvoir pour régler tous leurs problèmes, pour leur trouver des solutions à tout ce qu'ils veulent. Alors, il y en a qui attendent pendant 10 ans, 20 ans, 30 ans, et souvent, ils ne voient pas la solution arriver. Oui. Alors qu'on devrait pouvoir, par la politique, si vraiment on comprend comme moi je le dis maintenant, par la politique, nous occuper du petit matin en attendant le grand soir. C'est-à-dire nous occuper du vécu quotidien des gens. Et comment faire quand vous ne détenez pas le pouvoir? Non, même sans avoir le pouvoir. On n'a pas besoin d'attendre le pouvoir pour le faire. Parce que les partis politiques sont des cadres d'expression, mais aussi doivent être des cadres de formation, des cadres d'encadrement, pour bâtir une citoyenneté, une nouvelle citoyenneté. D'abord pour changer le comportement des Sénégalais et l'état d'esprit des Sénégalais. Parce que les leaders politiques doivent être avant tout des leaders d'opinion, qui doivent avoir une influence sur leurs ouailles, sur leurs militants, sur leurs sympathisants, en leur inculquant certaines valeurs qui ont tendance à disparaître aujourd'hui au Sénégal. Et aujourd'hui, il faut donc que nous nous entendions pour rebâtir ces valeurs. On a souvent tendance à dire au Sénégal, oui, l'argent ne circule pas, ou bien les gens ont beaucoup de difficultés. J'ai dit l'autre jour que vous n'avez jamais vu l'argent circuler comme une personne dans la rue. Est-ce que vous avez rencontré l'argent? C'est comme Diogène qui cherchait une personne en plein jour dans Athènes avec sa torche. Vous cherchez un homme, vous aussi vous pouvez en plein jour à midi prendre votre torche et chercher l'argent, vous ne le rencontrerez jamais. En fait, il faut réintroduire le culte du travail pour que les gens sachent qu'il faut l'effort, le travail pour gagner de l'argent. Mais aussi, il faut l'utiliser honnêtement, sereinement, dans l'intérêt du pays. Il faut réintroduire le culte du patriotisme pour que l'individualisme disparaisse. La personne sache qu'elle appartient à une communauté, à une patrie qui lui a beaucoup donné au niveau de l'école ou au niveau de la formation, etc. Et donc, elle doit rendre un peu à cette patrie. Il faut également le culte de la discipline. Parce que beaucoup de Sénégalais ont perdu cette valeur discipline. Vous voyez dans la rue ce qui se passe dans la circulation, ou ce qui se passe dans les marchés, ou dans les stades, ou la violence qui est introduite et tout. Il faut donc vous êtes bien placé, vous avez été ministre de l'Intérieur. Voilà, non, oui, c'est vrai, j'ai été pendant un moment ministre de l'Intérieur, mais je suis avant tout Sénégalais, tout court. Je vis au Sénégal et je vois donc ce qui se passe. Donc il faut réintroduire déjà ces valeurs. Il faut un Sénégalais de type nouveau. Voilà, oui, l'expression est galvaudée aujourd'hui d'ailleurs, mais je pense qu'effectivement il faut un nouveau Sénégalais pour le nouveau Sénégal que nous voulons bâtir. Un Sénégalais imbu de nos valeurs culturelles positives, mais surtout des valeurs que je viens d'indiquer. C'est ça le substrat, le socle sur lequel nous devons bâtir donc ce nouveau Sénégal. Alors j'ajoute, après donc ces valeurs, que ce que nous devons faire aussi, c'est nous occuper donc du vécu quotidien en attendant le grand soir. C'est-à-dire, c'est ce que nous avons appelé la démocratie économique.
C'est vrai qu'aujourd'hui, nous avons de nouvelles politiques. Le président de la République a développé, il faut le reconnaître, des politiques importantes dans les différents secteurs, que ce soit dans le secteur agricole, qui est donc dans une fulgurance que personne ne peut nier, mais ensuite que ce soit dans le secteur des infrastructures, que ce soit dans le secteur des services, etc. Il y a de nouvelles politiques. Il y a que ces politiques ont déjà des effets. On a vu que la croissance économique du Sénégal a pris un certain élan et est en train donc de se développer. Nous avons déjà atteint le taux de 6,5%. Mais il y a d'autres conditions qu'il faut réaliser. Il ne faut pas se contenter de cela. Il faut que cette croissance-là, comme on dit en Wolof, il faut tout faire pour que cette croissance-là, non seulement se maintienne de façon saine et durable, mais aussi il faut qu'elle soit répartie de façon juste et équitable. Et pour y arriver, il est important que les Sénégalais soient impliqués à tous les niveaux. Il faut que les citoyens sénégalais soient les porteurs de cette croissance-là. Et ils ne peuvent le faire que s'ils sont impliqués dans la construction nationale, s'ils se sentent concernés, s'ils participent à cette construction nationale. Mais ils ne peuvent pas participer, ils ne peuvent pas être impliqués si ils n'ont pas la formation nécessaire, s'ils n'ont pas l'encadrement nécessaire, s'ils n'ont pas les métiers nécessaires. C'est pourquoi j'ai beaucoup parlé de la jeunesse et de l'emploi. C'est quoi? C'est une critique que vous faites au plan Sénégal émergent? Non, ce n'est pas une critique, c'est une contribution que je fais. J'apporte ma pierre à l'édifice pour que nous soyons d'ores et déjà conscients des enjeux. Nous le soyons davantage conscients des enjeux pour anticiper justement sur ce qu'il faut faire. Il ne faut pas se contenter seulement de dire nous avons la croissance, nous avons de bonnes politiques, mais il faut que cette politique soit portée, soit consolidée par l'ensemble des segments des Sénégalais. Et le segment le plus important, c'est la jeunesse sénégalaise. Il faut que cette jeunesse-là soit bien formée, bien encadrée et réponde aux enjeux de l'heure. C'est-à-dire que cette formation réponde aux besoins du Sénégal actuel. Et c'est pourquoi l'autre jour, j'ai dit qu'il fallait inverser la pyramide de la formation-éducation pour partir des besoins actuels de notre société, mais aussi des besoins futurs. J'ai dit que le Sénégal vient de connaître des découvertes importantes de gaz et de pétrole. Dans quelques années, nous allons aller vers l'exploitation de ces richesses importantes qui vont complètement changer la physionomie de notre pays et nous placer d'ailleurs, disons, sur une autre rampe. Mais il faut qu'en ce moment-là... Le pétrole et le gaz ont perdu d'autres pays. Mais ils ont également béni d'autres pays. Oui, comment faire pour faire partie des bénis, justement? Mais pour faire partie des pays bénis, il faut justement former les gens, anticiper et former les gens pour qu'ils soient les leviers de ces bénédictions-là. C'est-à-dire, si les gens sont bien formés pour connaître, par exemple, le droit pétrolier, pour connaître l'économie pétrolière ou gazière, etc., mais ce sont les Sénégalais qui vont occuper les postes de commande, qui vont occuper les postes de cadre et qui vont gérer correctement ces richesses de leur pays et qui vont le gérer durablement. Parce que l'économie du pétrole ou l'économie du gaz n'est pas éternelle. C'est quelque chose qui va finir. Il faut y penser donc au moment où déjà on y est, ou même avant qu'on y arrive. Ce qui nous permet déjà de bâtir d'autres secteurs durablement. Par exemple, par les revenus du pétrole ou par les revenus du gaz, il faut qu'on arrive à bâtir l'agriculture, à bâtir l'industrialisation de notre pays, une grande industrialisation, mais à bâtir également la transformation des produits agricoles, par exemple, pour les valoriser et les exporter. En fait, assurer d'abord l'autosuffisance et la sécurité, mais ensuite les exporter et avoir une économie forte, durable. C'est comme ça que nous pouvons aider les générations futures et c'est pourquoi nous devons nous occuper des générations actuelles. Mettre l'accent sur la formation,
mettre l'accent sur l'encadrement, mettre l'accent sur l'emploi des jeunes. Pas des emplois subalternes où des étrangers vont venir occuper les grands postes et les Sénégalais vont être des ouvriers qualifiés, ce qu'on appelait en France les OS, ouvriers spécialisés, etc. Non, mais qu'ils soient vraiment des cadres, parce que le Sénégalais est très intelligent. Il a démontré partout où il a été, à travers le monde. Si vous allez dans toutes les institutions internationales ou dans toutes les grandes firmes internationales, vous trouverez des Sénégalais. Vous trouverez même des Sénégalais qui sont élus dans des pays lointains, à des postes insoupçonnés. Ça veut dire que le Sénégalais est quand même une ressource humaine importante, intelligente, mais à condition qu'il soit encadré, qu'il soit orienté, qu'il y ait un leadership fort. Je pense aujourd'hui que nous avons un excellent leadership avec le président Macky Sall, qui est un président jeune, qui est né après les indépendances, qui a été formé à l'école publique sénégalaise et qui peut donc enlever tout complexe, même aux Sénégalais qui n'ont pas pu aller à l'extérieur se former et qui peuvent donc montrer que en restant dans leur pays, ils peuvent être bien formés, ils peuvent être utiles à leur pays, ils peuvent surtout porter le développement et la croissance de leur pays. Êtes-vous en train de nous dire qu'il faut repenser le plan Sénégal émergent? Non, non. Je vous ai dit tout à l'heure qu'encore une fois, un plan, comme son nom l'indique, c'est un plan, c'est une prévision. Il faut l'alimenter par des contributions dans sa mise en œuvre, de façon permanente. Donc, il ne s'agit pas d'échanger, il s'agit de contribuer à la mise en œuvre la plus adéquate possible. Mais pourquoi vous contribuez seulement maintenant? Quand le plan a été rédigé, vous étiez député à l'Assemblée nationale, vous avez eu largement le temps d'apporter votre contribution. Oui, mais je continue de le faire, encore une fois. Je ne vous ai pas dit que je ne l'ai pas fait à l'époque. C'est maintenant peut-être que je le dis. Mais je ne vous ai pas dit que à l'époque, je n'ai pas dit mon mot par rapport à ce qui devait se faire. Et encore une fois, le plan Sénégal émergent est tout jeune, hein. Donc il ne faut pas... Un plan, c'est jusqu'en 2035, ne l'oubliez pas. Est-il sur la bonne voie, le PSE? Bien sûr qu'il est sur la bonne voie. Oui. Quand vous vous êtes rapproché du gouvernement du président Macky Sall, les langues se sont déliées. Certaines ont même dit que vous êtes le futur ministre de l'Intérieur. Est-ce que là, vous lorgnez le fauteuil d'Abdoulaye Daouda Diallo? Non. Moi, je ne lorgne aucun fauteuil. Vous savez que je n'ai jamais demandé à être à un poste. On m'a seulement souvent nommé à un poste ou à une position et je l'ai assumé. Souvent les gens d'ailleurs veulent me coller l'étiquette de ministre de l'Intérieur alors que ce n'est pas la seule fonction ministérielle que j'ai occupée. J'ai occupé le ministère de la Santé pendant 5 ans, j'ai été le père du PDIS, du PNDS, des politiques, des grandes politiques de santé de notre pays. Au niveau du ministère du Travail, j'ai été également à l'origine du Code du Travail qui est en vigueur actuellement et du premier plan national de formation professionnelle du Sénégal. J'ai conduit à l'époque, on l'oublie souvent, la mission du Sénégal pour la reconstruction du Koweït après la guerre du Golfe et bien d'autres missions à l'étranger. Bon, je ne vais pas énumérer tous les départements ministériels que j'ai eu à occuper. Le ministère de l'Intérieur a été le dernier. Et c'est évident que, bon, comme j'ai fait 2 séjours au niveau de ce département, ce qui est rare, bon, les gens ont souvent tendance à penser que je ne sais faire que ça. Mais ce n'est pas ma destination naturelle, ni ma fonction, ni prochaine, pas forcément. Encore une fois, je dis que ce n'est pas à moi de choisir. Et encore, il n'est pas dit d'ailleurs que je serai forcément dans une fonction ministérielle. On peut apporter la contribution à son pays, au développement de son pays, à l'émergence de son pays, sans forcément être dans une fonction ministérielle. Alors donc, n'allez pas trop vite en besogne, encore une fois. Moi, mon souci, c'est d'aider au développement et à accélérer le développement et l'émergence de mon pays. Je le ferai, encore une fois, comme le souhaite le chef de l'État, à qui j'ai décidé d'apporter mon appui, mon soutien et ma contribution. Oui, le ministre de l'Intérieur, Abdoulaye Daouda Diallo, récusé par certains partis de l'opposition qui ne souhaitent pas qu'il organise les prochaines élections. Font-ils fausse route?
Oui, bon, je pense que a fait des pas tellement importants en matière de démocratie, en matière de contrôle des élections et de supervision des élections, qu'il est difficile, voire impossible, de frauder ou de faire gagner son camp parce que simplement on est ministre de l'Intérieur. Sinon, ça se serait su. J'aurais pu le faire. Peut-être moralement, peut-être j'ai décidé que, encore une fois, je ne peux pas m'impliquer dans même ces opérations si c'était possible. Mais oui, en 2007, l'opposition d'alors a boycotté les législatives parce qu'elle pensait qu'il y avait fraude. Oui, mais elle s'est rendue compte qu'il n'y avait pas fraude puisqu'elle a gagné les législatives. Et pas, enfin, pas les législatives, les locales de 2009. Elle avait boycotté les législatives et ensuite elle a participé aux locales de 2009. Elle a gagné avec le même code, avec le même fichier. Elle s'est rendue compte donc qu'il n'y avait pas de possibilité de fraude. Mieux, elle a gagné la présidentielle de 2012 avec toujours le même code et avec le même ministre de l'Intérieur. Oui, avec un ministre chargé des élections. Oui, mais qui était quand même en parfaite relation avec le ministre de l'Intérieur, parce que n'oubliez pas que le ministre de l'Intérieur, au-delà de ses fonctions, gère l'administration territoriale, qui est quand même le nœud gordien des élections. On ne peut pas faire des élections dans un pays sans l'administration territoriale, qui dépend du ministère de l'Intérieur. Par conséquent, le ministre de l'Intérieur est incontournable. Qu'il gère directement ou indirectement les élections, il est incontournable dans l'organisation d'un scrutin dans un pays. Et c'est ça qui est la situation normale dans toutes les grandes démocraties. Si vous allez en France, si vous allez aux États-Unis, si vous allez en Grande-Bretagne ou ailleurs, dans les pays normaux, c'est le ministre de l'Intérieur qui gère les élections. Maintenant, dans les pays qui sont en crise ou dans les pays qui ont connu vraiment des soubresauts très importants, des divisions très importantes, où il y a une méfiance ou une défiance même vis-à-vis de l'État, c'est là où on crée des structures exceptionnelles, genre CENI, ou etc. Mais nous, on n'en a pas besoin. On n'en a pas du tout besoin parce qu'encore une fois, nous avons créé des infrastructures modernes pour gérer notre démocratie, pour veiller au bon fonctionnement de la démocratie, mais également nous avons créé les conditions d'une transparence du scrutin par l'implication de tous les acteurs et surtout de l'opposition à toutes les étapes du processus électoral, c'est-à-dire de l'inscription sur les listes électorales jusqu'à la proclamation des résultats. L'opposition est présente partout, c'est-à-dire dans les bureaux d'inscription sur les listes électorales. L'opposition est représentée. Elle a dénoncé des cas de fraude lors du référendum. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Donc, je veux dire, dans les bureaux d'inscription, vous verrez que l'opposition est présente. Vous verrez également dans les commissions, au moment donc du dépouillement, dans les commissions départementales comme dans les commissions nationales. Et à chacune de ces étapes, elle a la possibilité non seulement de dire son mot, mais elle a la possibilité également de faire des observations sur les procès-verbaux et de les porter au niveau de l'autorité judiciaire. Par conséquent, l'opposition peut voir tout ce qui se passe et veiller. Mais elle dénonce l'existence de milliers de bureaux fictifs. J'allais dire mieux. Au-delà de tout ça, il avait été mis en place, après l'audit du fichier électoral, un audit contradictoire, mené avec l'implication de la société civile et des partenaires au développement, il avait été mis en place un comité de veille, qui était une structure de garantie pour restaurer la confiance entre les acteurs politiques, les acteurs du pouvoir et les acteurs de l'opposition, avec la participation. Donc ce comité de veille était là pour garantir
la confiance, pour restaurer la confiance et veiller au bon fonctionnement du système, se réunissaient tous les 15 jours ou toutes les semaines, et donc cela rassurait tout le monde. On peut revenir également à ce système, mais je pense qu'encore une fois, ce serait un recul que de dire on va aller vers une CENI ou bien une structure exceptionnelle de gestion des élections qui n'aurait pas de maîtrise sur l'administration territoriale et sur l'administration électorale, ce qui conduirait nécessairement ou inéluctablement à des failles ou à des couacs, et donc à un recul démocratique. Faut-il laisser en l'état l'actuel Sénat ou bien faut-il la brûler? Pourquoi la brûler? Oui. Bon, parce que là, vous dites qu'il n'y a pas raison de faire recours à ces types d'institutions. Non, c'est pas une Sénat, c'est pas une CENI. Oui, c'est une Sénat. C'est une Sénat. Oui, c'est simple. Oui, non, mais c'est différent. Oui. Dans les CENI, c'est la CENI qui organise les élections. Et elle n'a pas l'administration nécessaire pour le faire. Elle est obligée de s'appuyer sur le ministère de l'Intérieur. Alors, pourquoi chercher une béquille quand on peut marcher tout seul? Oui. Faut-il se servir de la jurisprudence 2012, c'est-à-dire mettre en place un ministre chargé des élections? Ça ne changerait pas grand-chose. Ça, c'était simplement pour restaurer la confiance. Mais encore une fois, calmer l'ardeur de l'opposition à l'époque. Oui, mais ça ne changerait pas grand-chose parce qu'encore une fois, il y a l'administration territoriale qui est la structure la plus importante pour l'organisation d'élections. Et cette administration dépend forcément d'un ministère. Et leur ministère naturel, c'est le ministère de l'Intérieur. Donc, bon, on a fait cette expérience-là, on l'a mise en œuvre, mais il n'est pas dit que c'est parce qu'il y avait ce ministère chargé des élections que l'opposition a gagné en 2012. Sinon, pourquoi elle aurait gagné en 2009? C'était avec le ministre de l'Intérieur qui a organisé les élections. Donc, il ne faut pas tirer des conclusions hâtives. Je pense, encore une fois, que le ministre de l'Intérieur est le plus habilité pour organiser les élections. Pourvu qu'il soit non partisan, ou bien vous pensez qu'un militant de l'APR peut valablement être ministre de l'Intérieur? Mais vous allez en Europe, les ministres de l'Intérieur, ils appartiennent à des partis. Sarkozy, il appartenait à un parti en tant que ministre de l'Intérieur et il a organisé des élections. C'est allé en Grande-Bretagne. Ça, c'est valable d'ailleurs pas seulement pour lui, mais pour tous les autres ministres. Un ministre doit pouvoir se départir de son manteau d'homme politique au moment où il exerce les fonctions de l'État, où il doit être à équidistance. Ça c'est dans le principe. Oui, où il doit mais si dans les faits, il est vraiment partisan. Mais c'est ça, c'est-à-dire lorsque je parlais tout à l'heure de changement de comportement et de retour aux valeurs, c'est pas seulement pour le citoyen lambda, ou bien pour le militant, ou pour le Sénégalais. Non, c'est un esprit civique que tout le monde doit avoir, de la base au sommet de l'État, à commencer par les ministres. En commençant oui, c'est pourquoi il faudra qu'on y travaille. C'est nous tous c'est une œuvre collective. Nous devons tous y travailler pour y arriver, utiliser non seulement l'État pour le retour à cet esprit civique, mais utiliser également les leaders d'opinion, que ce soit les leaders religieux, que ce soit les leaders syndicaux, que ce soit les leaders de la société civile, bref, tous les leaders d'opinion pour que nous puissions revenir à cet esprit civique. Oui. Y avait-il lieu aujourd'hui de procéder à une révision du code électoral? Mais j'ai dit l'autre jour que le code électoral, l'opposition, la démocratie, c'est des corps vivants. Donc, un corps vivant a besoin d'être alimenté tous les jours. Même s'il est fort, hein, les lutteurs qui sont des champions ou des rois d'arène, etc. et tout, mais ils ont besoin quand même de s'entraîner, ils ont besoin de se renforcer, ils ont besoin de s'alimenter, même s'ils sont très forts. Donc la démocratie également, c'est comme ça. C'est pas parce qu'on a atteint les sommets, c'est pas parce qu'on est considéré comme une démocratie majeure, seulement qu'on doit dormir sur ses lauriers. Il faut tous les jours faire ausculter cette démocratie, l'auditer et la renforcer. Même dans les pays de vieilles traditions démocratiques, tous les jours, on apporte quelque chose de nouveau. La société progresse. Par exemple, l'intrusion du numérique
aujourd'hui dans la démocratie, dans les libertés. Vous savez, en France, il y a une loi même qui s'appelle loi informatique et liberté. Simplement parce que on vit en phase avec sa société. Donc aujourd'hui également, le Sénégal, en fonction des progrès techniques ou technologiques, doit veiller à ce que notre démocratie ne soit jamais déphasée, qu'elle puisse donc progresser tous les jours. Utiliser les moyens technologiques comme raccourci, justement pour être au top niveau de la démocratie. Même s'il y a des positions divergentes au départ, qu'on puisse les harmoniser et qu'on puisse arriver à un consensus fort sur les questions importantes, et c'est ça qui fera de notre pays une grande puissance démocratique. Oui, une question importante, il nous reste 5 minutes, la question du terrorisme. Vous, en tant qu'ancien ministre de l'Intérieur, que pensez-vous de cette problématique-là, le terrorisme qui frappe à nos portes? Est-ce que là, le Sénégal s'est suffisamment donné les moyens de faire face? J'allais dire oui et non, parce que si on se fie au dispositif institutionnel du Sénégal et au dispositif sécuritaire du Sénégal, on peut dire oui, parce qu'il est fiable, il a été bâti de longue date et nous avons des professionnels de qualité qui ont fait leurs preuves tant à l'intérieur du pays qu'à l'extérieur. Si vous allez aujourd'hui un peu partout dans le monde, que ce soit dans le cadre des missions des Nations Unies ou dans le cadre d'autres institutions, vous verrez des professionnels de la sécurité au Sénégal au top management. Et vraiment, ici aussi, nous avons des professionnels très qualifiés et nous avons un dispositif qui a été bien bâti. Mais est-ce que cela suffit pour garantir à 100% la sécurité et, disons, l'absence d'attaques terroristes? À votre avis? Je dirais non. Et c'est valable pour tous les pays du monde. L'autre jour, j'ai entendu le directeur général de la police nationale dire qu'aucun pays ne peut garantir à 100% la sécurité. Le risque zéro n'existe nulle part. Oui. Mais, les États-Unis, ce qui vient de se passer à Orlando, le prouve encore. Je ne remonte même pas au 11 septembre ou ailleurs en France, ce qui s'est passé l'année dernière. Et pourtant, c'est des grands pays qui ont des dispositifs impressionnants en matière de sécurité, qui ont également une expérience beaucoup plus ancienne que nous. Mais ce qui est important, c'est la vigilance permanente. Ce qui est important, c'est l'implication de tout le monde. La sécurité, ce n'est pas une affaire d'État ou de gouvernement. C'est une affaire de chacun. Chacun doit apporter sa contribution, chacun doit se sentir concerné. Enfin, je ne vais pas faire de développement sur ces questions parce que, comme disait Senghor, s'agissant de la diplomatie, en disant que la diplomatie ne se fait pas sur la place publique, les questions sécuritaires aussi ne se traitent pas sur la place publique ou au niveau des médias. Mais ce qui est important, c'est de sensibiliser tout le monde pour que les gens se sentent concernés et se disent que la sécurité de l'État, leur sécurité dépend de la sécurité de l'État, mais aussi la sécurité de l'État dépend d'eux. Et que chacun donc doit être un gendarme, un policier, doit veiller, et lorsque il voit quelque chose d'anormal ou d'inhabituel dans son quartier ou dans sa zone, alerter. Oui. Et c'est ça qui est important, et comme ça on peut limiter au maximum les risques de terrorisme, de menaces terroristes ou les risques de déstabilisation. Et êtes-vous en phase avec le département d'État américain quand il remet en cause la fiabilité du dispositif sécuritaire du Sénégal? Écoutez, je n'ai pas encore d'autres commentaires à faire. J'ai déjà dit ce que j'ai eu à dire. J'ai dit encore une fois, on prend acte, mais il faut balayer devant sa propre porte. C'est une invitation à la vigilance quand même. Voilà, c'est tout. Oui. C'est pourquoi j'ai dit on prend acte. Oui. C'est comme un coup de semence. Nous prenons acte, mais il faut que chacun également s'occupe également de balayer devant sa propre porte parce que tout le monde peut être concerné par ça. Quand vous accusez certains leaders de l'opposition d'avoir été de connivence avec des mouvements djihadistes, est-ce que vous maintenez toujours vos accusations? Non, vous savez que, comme j'ai eu à le dire, le terrorisme ne peut pas venir ex nihilo ou tomber du ciel ou de la planète Mars. Pour s'introduire dans un pays, il lui faut des attaches, il faut des brèches, il faut qu'il puisse passer quelque part ou par quelques personnes. Alors c'est pourquoi
il faut veiller. L'appétit du pouvoir ou la soif du pouvoir ne doit pas amener une personne ou un groupe de personnes à accepter certaines alliances contre nature. Qui sont-elles ces personnes-là? Est-ce que vous les avez identifiées? S'il vous plaît, vous m'avez posé une question, laissez-moi quand même répondre. Oui. Et je pense que moi, je ne réponds pas comme ça pour parler. Ce que je suis en train de vous dire, cela relève de convictions profondes. Et je crois que chacun doit être attentif à ça. Parce que si le terrorisme frappe, mais on ne sait pas, le terrorisme, il est aveugle. Même si moi j'étais en contact avec des foyers djihadistes ou des foyers terroristes, rien ne dit qu'ils ne vont pas frapper mon frère ou bien mon cousin ou bien mes parents ou des amis, etc. Il est aveugle, le terrorisme. C'est pourquoi, encore une fois, c'est dangereux, c'est une liaison dangereuse. Oui. C'est pourquoi je souhaite que aucun responsable politique ou aucun leader d'opinion, parce que ça peut ne pas être forcément d'ailleurs des politiques, ça peut être aussi des leaders d'opinion. Vous les avez identifiés? Ça peut être des religieux. Vous les avez identifiés? Pardon, s'il vous plaît. Regardez un peu ce qui se passe actuellement au niveau de nos juridictions, au niveau des prisons. Il y a des personnes qui ont été identifiées comme ayant des contacts avec des milieux djihadistes ou terroristes et qui sont poursuivis actuellement. Peut-être d'autres le feront. Je vous ai dit tout à l'heure que même si je les avais identifiés, je ne vais pas les citer nommément ou le dire publiquement. C'est une question de sécurité. Oui, mais justement, une question de sécurité, ça ne se traite pas au niveau des médias. Devant le procureur de la République? Non, ça ne se traite pas au niveau des médias, au niveau sur la place publique. On peut alerter pour que les gens soient plus vigilants, mais si ça doit se traiter, ça se traitera à la racine et qu'encore une fois, pour que ça ne repousse pas. Êtes-vous prêt à donner les noms devant le procureur? Je le ferai là où je devrais le faire. C'est tout. Ce n'est pas forcément devant le procureur. Devant le président. C'est très réducteur. Devant le président. Donc, on a comme dernière question. On parle de la libération imminente de Karim Wade. Vous dites quoi? Grand bien lui fasse? Non, je dis très bien, même pour le Sénégal. Parce que, encore une fois, c'est un tournant important. Pour le Sénégal, cela montre que le Sénégal est un grand pays et que, quelles que soient les tensions ou les conflits qu'il peut y avoir, on peut toujours trouver des sorties de crise, sans que le pays ou sa stabilité institutionnelle ne soit remise en cause. Alors que dans d'autres pays, des situations comme ça se seraient passées, peut-être on aurait connu des convulsions beaucoup plus importantes. Mais là, nous arrivons donc vers une sortie de crise. J'avais dit qu'à l'époque, il fallait opter pour la solution politique pour régler tous les contentieux. Il fallait commencer par là. Voilà, c'est-à-dire quels qu'ils soient les contentieux, qu'ils soient économiques, qu'ils soient financiers ou qu'ils soient politiques, il faut privilégier la solution politique pour régler ça rapidement et passer à autre chose. Parce que ce qui est important aujourd'hui, c'est la construction du Sénégal. Et il faut impliquer le maximum de Sénégalais. C'est l'argent du contribuable qui est en jeu là. Oui, c'est pourquoi j'ai dit, c'est pourquoi j'ai parlé de contentieux qu'il faut vider. J'ai jamais dit qu'il faut passer dessus comme ça. Profits, non? Oui, non. Oui. J'ai dit il faut régler les contentieux, mais il faut régler de la façon la plus efficace, la plus rapide, pour que le Sénégal passe à autre chose. Mais il ne faut pas s'éterniser, s'installer dans les contentieux. Ça paralyse le pays. Ça bloque le fonctionnement du pays. Aujourd'hui, il est heureux qu'on puisse arriver très rapidement à la solution de ce contentieux qui a hypothéqué pendant longtemps l'ambiance et l'atmosphère dans notre pays. Encore une fois, la prison, je ne la souhaite à personne. Je l'ai connue pour des raisons politiques à plusieurs reprises. Je sais donc que c'est un lieu très difficile, très dur, et je souhaite donc que Karim soit libéré le plus rapidement possible et que nous puissions, comme nous l'avons toujours fait au Sénégal, trouver des solutions praticables pour avancer et faire avancer le pays. Idrissa Seck a parlé de deal entre Wade et Macky Sall. La libération de Karim Wade, est-ce l'un des points du deal? Non, je pense que c'est aller trop vite en besogne. Là, le président de la République, si tant est que donc il mettait en œuvre sa volonté de libérer Karim Wade, userait d'une prérogative constitutionnelle.
qu'il a. C'est tout ce qu'il peut faire d'ailleurs. La grâce. Il peut aller le plus loin possible où il peut aller, c'est la grâce. Pour le reste, c'est pas lui qui va décider. Si ça devait être autre chose, que ce soit l'amnistie ou autre chose, c'est pas lui. Ça, c'est une loi, c'est l'Assemblée nationale. Mais qu'il décide d'exercer la prérogative suprême que la Constitution